Bonjour troupe Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Fight Night Lewis contre Oleinik. Quel glorieux match-up en main event de cette carte. Ça va être quelque chose, écoutez ça. C'est une bonne carte. Pour vrai, là, je pense que c'est une très belle carte qui est bien bookée. Il n'y a pas d'énormes combats d'affaires. Ça fait des années qu'on attend ça, c'est incroyable. Mais je pense que chaque combat, ou presque sur l'événement, est bien booké. C'est des combats qui font du sens là, dans les divisions respectives. Puis je pense que il y a de très bons well-match fights là-dessus qui vont nous donner le droit à une bonne soirée d'action en général. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour les 11 combats prévus pour cet événement. Avant de commencer, je dois vous dire une petite chose. Moi, cette semaine, je suis parti en vacances là, à la pêche. Donc, j'enregistre présentement cette vidéo-là dimanche soir. Et après la carte qu'on a eue la fin de semaine passée, le Dieu sait qu'il paraît beaucoup de choses entre le dimanche et le samedi d'après. Donc, j'espère que les combats vont tenir. J'espère que je suis pas en train de faire ça pour rien. Puis que finalement, il va rester genre 5 de ces combats-là. Puis 4 autres combats nowhere avec des gars qui se pointent sur genre 2-3 jours de notice. Mais bref, on fait ce qu'on peut pendant qu'on est là. C'est mieux que je pense que je fasse ça que je fasse rien pendant tout. Donc, allons-y avec le main event de la soirée. Le Derrick Lewis, Alexei Oleinik, c'est malade ça, ce match-up-là. C'est absolument fou. C'est le plus freak show, je pense, que l'UFC peut faire. Là, avec des Shogun contre Nogueira. Mais Shogun contre Nogueira, c'est freak show parce qu'ils sont vieux puis c'est des combats de dinosaures. Mais Derrick Lewis et Alexei Oleinik sont deux freak shows. Eux-mêmes, puis ils vont se battre un contre l'autre. Ça va être assez malade. En plus, c'est comme des bons freak shows. C'est pas un freak show dans le sens de des combattants à chier qui vont faire de la merde. C'est pas Bob Sapp, c'est des gars qui sont dans le top 15 de la division. Oleinik vient de battre Fabricio Werdum. Le outstriking, c'était assez étrange. Surtout qu'on vient de voir Werdum là, un peu plus en shape contre Alexander Gustafsson. Mais bref, écoute. C'est sûr que si ce combat-là va au sol, ça peut être très tricky pour Derrick Lewis parce que Derrick Lewis n'est pas bon au sol. Derrick Lewis, ce qu'il fait, c'est absolument rien. Pour pas se compromettre, pour pas se faire soumettre. Et puis, un moment donné, il stand puis il fait juste comme bencher son adversaire puis il se relève. Et c'est comme ça que Derrick Lewis fait pour principalement éviter le combat au sol. Bien que souvent, quand il se fait takedown, il passe quand même 2 à 3 minutes sur son dos. Là. Il est lent avant de se décider à se relever. Mais c'est un temps vraiment inactif en dessous qui ne se compromet pas pour des soumissions. Et Oleinik est tellement weird que j'essaierais vraiment d'éviter le combat au sol là, à tout prix si j'étais Derrick Lewis. Puis pour vrai, je pense que Oleinik est le genre de gars qui peut faire sortir le Black Beast un peu plus rapidement qu'à l'habitude. Surtout dans des main events, Derrick Lewis, c'est que des habilités très limitées, il y a un cardio très limité, il y a beaucoup de choses très limitées en fait, bien qu'il semble avoir un peu un meilleur volume là, de frappe dans ses derniers combats, mais bref, c'est plus un counter-striker. Son genre, c'est plus d'essayer de ne pas s'épuiser en attendant après son adversaire, puis quand son adversaire fonce vers lui de façon reckless, là, il frappe très fort, puis est-ce qu'il y a quelque chose de plus Alexei Oleinik que foncer sur quelqu'un de façon reckless en lançant plein de coups de poing debout? C'est pas mal ça sa game parce qu'anyway, dans le PDK, il se fait takedown puis il essaye une espèce de Ezekiel choke bizarre en dessous. Puis s'il y a le top, c'est encore plus dangereux ou presque. Mais c'est ça. Je pense que j'ai Derrick Lewis parce que je pense qu'Alexei Oleinik va vraiment courir tête première là, dans un Black Beast Punch là, qui va littéralement juste attendre ça. Puis comme j'ai dit, je pense que le fait qu'Oleinik est très agressif, puis pas nécessairement très durable, n'a pas nécessairement le meilleur menton, puis n'est pas nécessairement en meilleure forme physique, c'est quelqu'un qui gazote très rapidement aussi, là, Alexei Oleinik. Fait que c'est quelqu'un qui essaie de faire arriver les choses assez rapidement dans le combat. J'ai donc l'impression que le gars, il va sûrement se sacrer tête première là, dans un gros punch de Black Beast assez tôt dans le combat. Fait que j'ai Derrick Lewis TKO au deuxième round. Pour ce qui en est du co-main event de la soirée, c'est un combat, il me semble qu'il me donne vraiment beaucoup plus de difficultés que ça devrait m'en donner. C'est Chris Weidman, nul autre, qui est de retour chez les 185 livres pour affronter Omari Akhmedov. Puis tu sais, on s'entend que peak Chris Weidman dans le temps qu'il était champion contre Omari Akhmedov qui était dans ce temps-là un 170 livres très ordinaire. C'était même pas un combat. Fait que dans le fond, le bottom line ici, c'est est-ce que Chris Weidman
est rendu assez fragile pour se faire knocker par quelqu'un qui knock personne. Parce que Omari Akhmedov, quand il est arrivé dans l'UFC, je pense qu'il y a 2 ou 3 first round finish dans ses premiers combats contre des genre mettons Thiago Perpetuo pis des gars de même, des gars que je me rappelais même plus qui étaient dans l'UFC jusqu'au moment où j'ai revu leur nom sur la fiche de Omari Akhmedov. J'ai fait ah c'est vrai, Thiago Perpetuo. Il me semble que j'ai déjà vu ça dans l'UFC 2-3 fights avant qu'il se fasse couper assez rapidement. Mais depuis, dès qu'il y a un petit step-up en compétition, Omari Akhmedov gagne par décision ou perd par décision. Oui, je pense qu'il fait soumettre une fois, mais principalement, c'est un gars qui go the distance. Puis tu sais, ça y enlève pas ses skills. C'est un gars qui fight vraiment hard, qui travaille quand même beaucoup. C'est pas un combattant inactif, là, comme certains combattants russes qui sont assez inactifs puis stoïques debout puis qu'ils sont un peu plus actifs dans le grappling mais qui ont tendance à vouloir contrôler leur adversaire. Oui, Akhmedov veut contrôler son adversaire, mais a tendance à travailler là, en contrôlant son adversaire. C'est quelqu'un qui va laisser aller ses mains debout, travaille quand même bien dans le clinch, c'est un bon lutteur naturellement, c'est un russe, mais quand il est au sol, il ne va pas juste taler, il va essayer d'aller chercher du ground and pound, essayer de passer la garde, de faire des choses, mais tu sais, il finit pas personne. Puis Chris Weidman, oui, il est rendu très 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 fragile. Oui, il se fait passer souvent le KO dans ses combats, mais il n'a jamais arrêté d'affronter un niveau de compétition extrêmement élite. Omari Akhmedov n'est juste pas ça. Là. Oui, probablement un top 15, là, après ses victoires contre genre Bosch, puis Heinisch, puis une coupe de bons wins, mais c'est pas... S'il est dans le top 15, il est 13, 14e au max, là. Puis je pense pas qu'il va aller full plus haut que ça. Donc est-ce que Chris Weidman, comme j'ai dit, est rendu assez fragile pour se faire knocker par un gars qui knock personne? Parce que si la réponse est non, ben Chris Weidman va gagner parce que souvent, avant de se faire knocker, Chris Weidman remportait ses combats. Donc, je pense que j'ai pas choisi avec Weidman pour vrai. Parce que je me fie pas... Autant j'ai aucune confiance dans son chin, j'ai pas vraiment confiance. Ça fait des années que j'ai pas vu Akhmedov finir quelqu'un. Même pas assez proche de finir quelqu'un. Oui, des fois, il donne un bon coup, puis oh, ça a fait plus mal que le coup d'avant, mais jamais va mettre son adversaire dans le pétrin et passer à ça de le finir. Donc, tu sais... Comme j'ai dit, Chris Weidman gagnait contre Jacare avant de perdre. On peut dire qu'il gagnait contre Luke Rockhold avant de perdre. La majorité, même Yoel Romero, il le battait, mais c'est sûr que dans ce combat-là, on attendait juste que Yoel explose puis il arrache la tête, mais c'est quand même Chris Weidman qui gagnait ce combat-là jusqu'au knockout. Je pense qu'il y a juste le combat contre Reyes, mais le move-up, on sait de quoi Dominic Reyes est capable maintenant, donc je pense que c'est juste un des match-ups les plus impossibles pour lui, là. Mais... non, c'est ça. Je pense que je peux pas me fier sur Akhmedov pour finir Weidman. Donc, en théorie, Weidman devrait gagner le combat. Puis souvent, quand Weidman gagne, ben, il gagne par soumission, il gagne par finish. Donc, j'ai l'impression que Chris Weidman va gagner ce combat-là par comme un rear naked choke, une guillotine, ou quoi comme ça. Une guillotine sur un takedown, ça ne se prendrait vraiment pas ça, en fait. Soumission 3e round, Chris Weidman. Ensuite, un combat qui est là pour le show à 185 livres, Maki Pitolo face à Darren Stewart. Darren Stewart qui s'est battu dans Cage Warriors à son dernier combat, là, un combat qui était supposé d'avoir lieu, je pense, à l'UFC Londres contre Bartosz. Non, même pas contre Bartosz Fabianski, contre absolument quelqu'un d'autre, mais il y avait lui et Bartosz Fabianski qui étaient sur le territoire anglais puis qui pouvaient se battre sur la carte de Cage Warriors juste avant le Corona. Fait que l'UFC ont comme donné ce combat-là là, à Cage Warriors. C'est un combat de l'UFC, mais sur la carte de Cage Warriors. Stewart a perdu parce qu'il s'est fait grinder là, par Bartosz Fabianski, qui oui est un 170 livres, mais qui est un des grinders les plus redoutables. Puis personne ne le connaît, là, c'est parce que son style est vraiment à chier, mais c'est un gars qui va te grinder puis qui va te battre. Fait que je pense pas que je veux tant prendre ça en considération dans ce combat-là, surtout pas contre Maki Pitolo, qui, tu sais, oui, contre Charles Byrd, on l'a vu comme aller chercher un takedown de 2, ben je pense que affronter un combattant assez fragile là, en Charles Byrd qui a pas mal perdu sa confiance à son entrée dans l'UFC, puis que ça a été difficile pour lui là, de la récupérer après une coupe de défaites. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé contre Pitolo. Mais principalement, ce que Pitolo veut faire, c'est avancer et lancer un paquet de coups de poing en direction de son adversaire. Je pense que Darren Stewart est commencé comme ça, lui, avec. Il a plus de power aussi dans ses mains que
que Pitolo, mais je pense que son évolution là, à Stewart, même s'il y a eu des moments difficiles, il a perdu ses 3 premiers combats, puis là, depuis il en perd un une fois de temps en temps, mais récemment, gagne plus qu'il perd, son style est de plus en plus impressionnant, c'est quelqu'un qui est encore capable d'utiliser ses points, mais qui est plus patient, qui essaie juste de placer ses coups de poing, qui se bat beaucoup mieux dans le clinch et en lutte, il est capable de take down ses adversaires puis les dominer. C'est sûr que quand il affronte de meilleurs lutteurs que lui, c'est là qu'il a tendance à perdre, il a souvent tendance à gagner avec un peu d'aide de sa lutte ou perdre parce qu'il n'y a pas une assez bonne lutte pour battre son adversaire. Je pense que Maki Pitolo est plus dans la catégorie utiliser un peu de lutte pour le battre. Donc j'ai Darren Stewart par décision dans ce combat-là. Je pense que c'est un des picks les moins compliqués de la carte. Des fois ça a tendance à backfire quand je dis ça, mais bref, je l'ai dit. Ensuite, Yana Kunitskaya face à Julia Stoliarenko. Puis j'ai tellement envie que Julia Stoliarenko gagne ce combat-là. Écoutez, cette fille-là, c'est pas compliqué. Elle court après ses adversaires en lançant des head kicks, des volumes de strike absolument incroyables. Parce que dans le fond, son seul but, là, c'est de se puncher dans le clinch, d'où elle essaye un flying armbar ou de pull guard pour après essayer un armbar. Elle a un très bon armbar. Presque toutes ses victoires sont par armbar. Cependant, j'ai l'impression qu'elle pogne une version peut-être un peu plus contrôlée et contrôlante d'elle-même en Yana Kunitskaya. C'est une fille qui est bonne debout aussi, il y a peut-être plus de force de frappe un peu qu'une Stoliarenko, mais va lancer un moins gros volume. Mais quand même physique, c'est une fille qui c'est même pas laissé imposer par Tanya Avenger nécessairement. Ils se sont battus 2 fois. La première fois, elle avait gagné, mais ça finit en no contest à cause d'une affaire bizarre, là, de la faute de l'arbitre, me semble. C'est ça, l'arbitre avait comme un peu dit à Tanya de ne pas faire une technique qu'elle avait droit de faire pour défendre l'armbar. Puis finalement, ça avait fait que Tanya s'était fait armbar, mais c'était comme un peu directement de la faute de l'arbitre. Qui d'un, il a parlé pendant qu'elle essayait de défendre la soumission, puis de deux, il a dit non, t'as pas le droit de faire ça quand elle avait le droit de faire ça. Qui est d'ailleurs direct mettre un genou dans la face pour défendre l'armbar, comme Calderwood a fait là, contre Jennifer Maia, bien que ça n'a pas marché. Mais c'est ça, quand même physique comme fait, est capable justement dans le clinch d'être lourd sur ses adversaires, de ne pas laisser nécessairement l'espace à la fille d'essayer un flying armbar, puis. Je pense qu'au sol, elle est assez intelligente là, en général. C'est quelqu'un qui, si elle a à se retrouver par-dessus Stoliarenko, va absolument tout de suite essayer de passer en demi-garde, d'être très lourde dessus et de la contrôler principalement là. Fait que pour vrai, je pense que Yana va probablement gagner ce combat-là. Et ça doit d'être la favorite, mais tabarnouche que Stoliarenko, là, c'est une addition absolument excitante à cette division-là. Puis j'aimerais ça, la voir, le pull guard puis armbar, Yana Kunitskaya en complète malade. Ça serait absolument magnifique. Fait que je vais root pour elle. Malheureusement, je pense pas vraiment qu'elle peut gagner le combat, mais on sait jamais avec des finishers dangereux comme ça. Ensuite, c'est le premier combat sur la main card, ça. 155 livres, Beneil Dariush, Scott Holtzman. Puis je pense qu'on se doit d'apprécier l'évolution de Scott Holtzman qui vient de battre Jim Miller, vient de battre Dong Yun Ma, Dong Yun Kim, mais le maestro, pas l'autre, qui on dirait se bat plus vraiment là, chez les 170 livres. Mais bref, je l'aime, Holtzman. Bon, c'est le travaillant, mais c'est un peu le genre de combattant qui est bon partout, mais pas vraiment excellent nulle part. Donc, à chaque fois qu'il va pogner quelqu'un qui est meilleur que lui techniquement, c'est là qu'il va avoir de la difficulté. Et honnêtement, je pense pas qu'il est sur le niveau à Beneil Dariush. Je pense que Beneil Dariush, depuis sa défaite contre Alexander Hernandez, est vraiment undersold par l'UFC. C'est quelqu'un je pense même pas qu'ils l'ont dans leur top 15. Puis ils continuent de le matcher contre des gars qui sont vraiment plus bas que lui là, dans le ranking lightweight, selon moi. Tu sais, Beneil Dariush mérite sa place dans le top 15 absolument là, chez les 155 livres. Il a pas perdu contre beaucoup de gars, en fait. Puis, tu sais, la défaite contre Hernandez, oui, c'est arrivé très rapidement, c'est un knockout, mais c'est ce genre de défaite-là que quand tu regardes en rétrospective, entre genre 5-6 victoires, que tu dis, ben ouais, il s'est fait cut ce combat-là, mais est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment mauvais quand il a gagné tous ces autres combats alentour de ça? Pas vraiment.
Donc, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec Beneil Dariush ici. Ça va être un combat qui est amusant. Holtzman est toujours là, travaille très fort, réussit toujours à rendre ça compétitif. Fait que je pense que ça va être une décision, peut-être même un 29-28. Ça ne me surprendrait pas que Holtzman ait gagné un round à quelque part là-dedans. Mais je pense que Beneil Dariush est techniquement supérieur à lui partout. Absolument 100% supérieur à lui au sol. Mais même debout, je pense que Beneil Dariush, avec son striking qui a travaillé avec Rafael Cordero chez Kings MMA, c'est un bon combattant Muay Thai, bouge quand même bien, travaille bien debout. Et puis je pense pas que Holtzman a le sheer power pour tester le chin suspect de Dariush, qui est peut-être la seule affaire qui a contre lui là, vraiment dans cette division-là. Donc, Beneil Dariush par décision. On passe au prelim avec un autre combat qui est extrêmement bien booké. Tim Means contre Laureano Staropoli. C'est bien booké parce que Means, c'est le vétéran qui teste des prospects, mais tu vois qu'il commence à perdre contre un niveau moins élevé de combattants. Donc, Tim Means est un peu sur le downfall, puis Staropoli est loin d'être un des top prospects dans la division, mais c'est un prospect, c'est un combattant qui est en évolution, puis là il vient d'avoir une défaite contre Muslim Salikov, donc il va vouloir se remettre sur le chemin de la victoire, puis je pense que c'est une bonne manière de tester Staropoli. S'il ne peut pas battre Tim Means dans l'état que Tim Means est actuellement, peut-être qu'il va être un encore moins bon prospect qu'on pensait qu'il pouvait être. Puis s'il bat, ben, ça confirme un peu ce qu'on pensait, là, que ça peut devenir un prochain Tim Means, là, basically, pas dans le même style de combattant, mais dans le même genre de position. Quelqu'un qui sera jamais vraiment top 15, mais qui va, à son meilleur, être comme top 25, top 30, puis qui va être un bon action fighter, qui va donner un bon défi à pas mal tout le monde dans la division, sauf quand il va se retrouver contre quelqu'un dans le top 15 qui est vraiment, vraiment meilleur que lui. Mais je pense que je vais avec Staropoli. C'est juste pour une question de momentum. Puis aussi pour une question que Tim Means a un peu un petit côté Chris Weidman là, en lui, dans le sens qu'il y a beaucoup de combats que, tu sais, il commence puis ça va bien, puis là, un moment donné, boum, il se fait taguer, tu sais, contre Nico Price, contre Rodriguez à son dernier combat. C'est des combats que ça allait quand même bien, puis un moment donné, il semble prendre confiance, puis un peu baisser sa garde, puis boum, là, il se fait taguer, puis il se fait finir, puis c'est un gars qui, justement, quand tu le tags, est de plus en plus facile à finir. Avant, il était tough, tu l'as vu se remettre de des affaires assez malades. Ça arrive de moins en moins, il a vieilli, il a perdu une petite coche de durabilité. Puis pour cette raison-là, je pense que Staropoli ne va pas nécessairement être en train de gagner le combat, mais quelque part au deuxième round, il va l'accrocher avec quelque chose, puis il va le finir. Donc j'ai Staropoli par KO au deuxième. On passe à un autre excellent combat. Peut-être fort bien le meilleur combat sur la carte selon moi. C'est chez les 155 livres, Nasrat Akparast, qui va tenter de se remettre de sa grosse défaite là, contre Drew Dober à son dernier combat en affrontant Alex Munoz. Puis ça, Alex Munoz, c'est quelqu'un qui fait ses débuts dans l'UFC, il est seulement 6-0, mais il a battu Nick Newell au Contender Series, puis il a battu Troy Lamson après, je pense que c'était pour Dana White Looking for a Fight. Fait que là, Dana l'a signé. Le gars, c'est un coach de lutte pour Team Alpha Male. C'est un excellent lutteur, un des meilleurs prospects lightweight là, faisant son entrée dans l'UFC dans les dernières années. Là, je suis pas mal prêt à dire ça. C'est sûr qu'on a eu quand même des bons récemment, comme Arman Saroukian, Roosevelt Roberts, des gars de même, mais je pense que c'est de ce calibre-là, peut-être même une petite coche de plus là, qu'un Roosevelt Roberts. C'est sûr qu'il va falloir le voir en action, puis c'est sûr qu'il n'y a vraiment pas de cadeau là, pour son début, parce que oui, le fait de se faire out-grapple est ce qui a causé la première défaite de Nasrat Akparast dans l'UFC, c'était contre Marcin Held. Cependant, il s'est beaucoup amélioré à cet effet-là, puis je veux pas vraiment prendre en compte là, son combat contre Drew Dober, parce que il est arrivé là surexcité, puis il a fait la chose qu'il fallait pas qu'il fasse, c'est-à-dire brawler avec Drew Dober. Habituellement, Nasrat Akparast est vraiment beaucoup plus patient avec ses mains, vraiment plus réfléchi, c'est vraiment un excellent combattant. Qui choisit bien ses strikes, qui est capable de donner quand même un bon volume de strike, mais qui a toujours une bonne strike selection. Ses combinaisons sont belles, son striking est vraiment excellent. Bouge bien aussi, ça fait que c'est pas si facile que ça. C'est pas un gars que tu peux juste comme facilement rusher là, le dos contre la cage puis travailler des takedowns sur lui. Faut que tu réussisses à mettre la main dessus pour ça. Puis c'est pas quelqu'un qui est facile à faire ça. C'est sûr, cependant, que si Munoz met la main dessus, je pense qu'il est capable de l'out-wrestle. Oui, Nasrat a du très très bon training au niveau du grappling au TriStar, j'ai aucun doute là-dessus. Puis ça paraît dans ses combats, mais
c'est quand tu es un coach de lutte, tu es un lutteur vraiment très élite. Quand tu pognes un autre bon lutteur, mais qui est un peu moins bon que toi, ben, tu vas être capable de l'out-wrestle. Puis je pense pas que Nasrat n'est pas un bon lutteur. Je pense juste qu'il n'est pas un meilleur lutteur qu'Alex Munoz. Fait que tout le long du combat, ça va être dangereux là, ça, pour Nasrat. Il va avoir à essayer de pas trop se faire contrôler, pas trop se faire take-down, ne pas donner du temps sur son dos. Mais en dehors de ça, je pense que j'ai pas le choix là, de favoriser Nasrat, qui est beaucoup plus avancé que Munoz au niveau du striking, puis justement de la façon qu'il bouge, puis qu'il sélectionne bien ses coups. C'est pas le gars qui va aller de lancer un body kick sloppy, se le faire attraper puis se faire takedown. Fait que je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Nasrat ici par décision. Ensuite, un autre gars du TriStar en action, Andrew Sanchez, affronte Wellington Turman dans un autre combat que je trouve qui est vraiment bien booké. Parce que Sanchez, s'il y a une affaire qu'il nous a démontré, c'est que c'était un middleweight du top 20, mais pas plus. C'est quelqu'un qui va battre les gars en dessous de lui, les gars les plus inexpérimentés, les prospects, qui lui manquent une petite affaire avant d'être à ce niveau-là. Mais quand il affronte un Marvin Vettori qui est climb-up plus proche du top 15 que lui, ou d'autres gars, ben c'est ces combats-là là, qui va perdre Andrew Sanchez. Et puis Wellington Turman est un prospect qu'on regarde et qu'on se dit ouais, peut-être qu'un jour je le verrai être un top 15 à middleweight. C'est quelqu'un qui sert bien, mais qui est très complet. Un autre genre de gars pas excellent nulle part, mais assez bon partout. Puis ça fait que quand t'es pas encore au niveau élite, c'est des combats qui sont faciles à gagner. L'affaire, c'est que je pense que Sanchez va avoir une meilleure technique que lui un peu partout. Cependant, pour cet avantage-là que Sanchez a, l'avantage que Turman a, c'est d'être vraiment plus durable. Autant au niveau du menton, puis de ne pas se faire finir dans des combats, mais aussi au niveau du cardio. Donc c'est un combat que je vois peut-être Sanchez gagner dans les débuts, mais s'il se fatigue trop vite, on va peut-être se retrouver avec une décision vraiment très serrée ici. Fait que c'est sûr que c'est un combat que j'ai de la difficulté à booker, mais vu que je pense que à force égale, à cardio égale, Sanchez va avoir l'avantage, autant au niveau du striking qu'au niveau de la lutte, puis surtout au niveau de la lutte, je pense que ça va être plus difficile pour Turman de take down Sanchez que peut-être l'inverse. Puis ça fait que, si Andrew Sanchez peut passer un peu de temps en contrôle contre la cage ou même aller chercher un takedown, passer un peu de temps sur le top, c'est des situations où il se fatigue moins rapidement que quand il est debout puis qu'il est tout le temps un peu sous pression de ne pas manger un trop gros coup de poing parce qu'il sait que des fois, ben, son menton le laisse un petit peu tomber. Donc, j'ai Sanchez ici, mais comme je vous dis, je pense que ça va être un combat très serré. Où la personne qui va réussir à avoir le meilleur cardio va réussir à gagner ce combat-là. Du moins, ben, dans le cas de Sanchez, j'ai aucun doute que Sanchez va sûrement être très fatigué au troisième round. Ça ne me surprendrait pas qu'il échappe le troisième round, mais s'il a gagné les deux premiers avant, il va gagner le combat quand même. Donc c'est un peu le cardio de Sanchez qui est le X-Factor ici, mais j'ai Andrew ici par décision. Ensuite, Gavin Tucker face à Justin James, puis ça c'est un combat très intéressant aussi, très bien booké. James qui est arrivé là, sur short notice, qui a knocké Frank Camacho à lightweight, là, revient dans sa division qui est les 145 livres, puis affronte le Canadien qui a vraiment montré quelque chose de complètement différent à son premier combat. Quand il est arrivé dans l'UFC, c'est un excellent striker qui bougeait bien, puis qui landait un bon volume de strike, toujours in and out de la pocket. Quelque chose de vraiment très beau à voir. Ensuite, il a affronté Rick Glenn, puis il a mangé la raclée de sa vie. Il s'est fait foutre une volée, là, comme rarement quelqu'un se fait foutre une volée. Puis à son combat d'après, quand il est revenu, ben là, on a vraiment vu qu'il avait fait du training au TriStar, puis qu'il essayait d'inclure un peu plus de lutte, un peu plus de grappling à ses attaques. Fait que oui, c'est un combattant qui est bon debout, mais il ne va jamais le dire non à un bon reactive takedown. Il cherche même le takedown souvent à la fin de ses combinaisons pour aller compléter ses attaques au sol, blender un peu de ground and pound et tout. Justin James, lui, ben, c'est un first round crusher. C'est quelqu'un qui est très puissant, comme on a vu, autant debout qu'au sol. Je pense que principalement, ce qu'il aime faire, c'est travailler au sol. C'est quelqu'un qui essaie d'être puissant, puis de forcer son adversaire à se commettre pour soit le counter hard ou passer en dessous, puis le takedown. Puis là, quand il le takedown, c'est là qu'il lance du ground and pound. Puis il lance du ground and pound beaucoup, même, je te dirais, qu'il néglige peut-être un peu son contrôle pour lancer du ground and pound. L'affaire, c'est qu'il lance tellement de ground and pound
que c'est difficile pour son adversaire de s'en aller de son contrôle, parce que même si tu dis ah, il n'est pas vraiment lourd sous moi en ce moment, je vais me lever, mais tu as tout le temps des coups de poing qui arrivent d'en face. Fait qu'il faut que tu défendes, tu peux pas vraiment faire ton technical stand-up ou encore te lever sur tes quatre pattes, ce qui n'est pas une bonne chose à faire parce que James va absolument prendre ton dos de là et essayer de te flatter raide puis de te donner des bons gros coups de poing en arrière des oreilles. Fait que c'est sûr que c'est un style de powerhouse qui est très 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 dangereux au premier round pour Gavin Tucker. L'affaire, c'est que Ryan James, ça c'est le grand Canadien middleweight là, qui se bat plus, qui était des longs bras puis qui défendait tous les punches avec sa face. Là. Mais c'est ça, Justin James est un first round smasher, comme j'ai dit. La majorité, sinon presque toutes de ses victoires sont arrivées au premier round. Je pense qu'il y a 2 victoires par décision. Il y a une victoire au deuxième round, puis il y a une victoire au troisième round. Il y a 4 défaites aussi qui sont toutes arrivées plus tard que le premier round, dont je pense 3 par décision. Fait qu'en fait, quand Justin James passe le premier round, sa fiche, c'est 4-4. Et Gavin Tucker est tellement tough là, dans le combat contre Rick Glenn qu'on a vu que, à moins que Justin James lui passe un KO clean, je vois mal, on dirait que Gavin Tucker se fait finir au premier round, vu la toughness absolument incroyable qu'il a démontré. Fait que même s'il se ferait foutre la raclée de sa vie au premier round, je le vois survivre ça, puis Justin James devient un combattant amoindri dès le deuxième round, surtout s'il y a eu des bons moments au premier round, puis il a absolument tout mis son gaz pour essayer de finir son adversaire. Donc je pense que c'est un combat que plus ça va avancer, plus ça va être en faveur de Gavin Tucker. Puis vu que James a tendance à avoir l'air d'être un one-round fighter, et puis que Tucker est très tough, mais je vais y aller pour Gavin Tucker par décision aussi. Mais ça, c'est un autre combat qui a un gros potentiel de draw, parce que ça se pourrait que James te le 18 solide au premier round, puis que le Tucker gagne les 2 autres après, sans nécessairement finir James, qui est excessivement tough. Là, je pense qu'il va finir peut-être une fois dans sa carrière, puis je suis même pas sûr de ça. Fait que Tucker par décision, mais très bon fight, très bien booké, très serré, et c'est ça. Ensuite, Youssef Zalal affronte Peter Barrett, qui fait ses débuts là, après avoir eu une bonne performance au Contender Series. Mais écoute, je suis très impressionné par Youssef Zalal. C'est quelqu'un qui est très intelligent debout et bon pour rester à distance, travailler sa kick game. Quand il rentre, c'est toujours avec des combinaisons. Il est assez dur à hit. Puis il va un jour ou l'autre essayer un takedown. Puis il est très très bon au sol aussi. C'est quelqu'un qui mixe bien tout. Des fois, il y aurait peut-être avantage à pas grapple avec tout le monde. Je pense que c'est peut-être la seule lacune des fois. Il y a des combattants qui c'est vraiment important pour eux là, de tout faire dans un combat. C'est pas le cas. Des fois, quand tu pètes vraiment quelqu'un debout, t'es peut-être juste mieux de rester debout. Mais Zalal va avoir plusieurs options dans ce combat-là. Pour être bien franc avec vous, le Peter Barrett a une bonne performance au Contender Series, mais c'était absolument le meilleur adversaire qu'il avait affronté de toute sa carrière, et puis le gars était genre 5-0. C'est pas quelqu'un qui affronte un haut niveau de compétition, du moins pas dans ses victoires, puis il y a déjà une couple de défaites en scène régionale aussi avant d'arriver, le gars il est comme 11-3, fait que j'ai Zalal pour qui est de retour rapidement. En plus, s'est battu récemment une autre belle performance. Il y avait déjà 2-0 dans l'UFC. Puis semble vraiment être quelqu'un qu'il va falloir surveiller là, dans la division des 145 livres. Pas que je le vois être un talent absolument élite, mais c'est quelqu'un qui va monter là, son chemin dans les plus hauts échelons de la division sans nécessairement devenir un top 5 ou même un top 10, mais je le verrais peut-être entrer le bas du top 15, puis être vraiment compétitif avec les bons combattants de cette division-là, les André Fili, les Darren Elkins, etc. T'sais. Donc, Youssef Zalal par décision ici, et ça nous mène au premier combat de la soirée. On a le chum Erwin Rivera qui affronte l'autre chum Ali Al-Kaisi, ou Ali Kaisi comme ils l'appellent dans l'UFC, ils ont enlevé le Al, je sais pas pourquoi, mais bref. Erwin Rivera, c'était le champion de Titan FC. Lui, c'est vraiment la définition du combattant qui est bon partout sans être excellent nulle part. C'est un Mexicain, il a beaucoup de cœur au ventre, va tout le temps essayer de mettre de la pression, à lancer des attaques principalement de boxe, est un pas mauvais grappler, capable de le chercher ses takedowns, n'est pas le meilleur des lutteurs, donc si tu es un meilleur lutteur que lui, tu vas sûrement être capable de le takedown. Au sol, il y a une garde très active qui est quand même assez difficile à passer, mais si tu passes la garde, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec Erwin Rivera, si moindrement tu as plus de skills que lui dans un des aspects. Je pense que
s'il réussit à garder ça debout contre Ali Kaissi, il a sa chance. Parce que Ali Kaissi utilise un style plutôt traditionnel debout. Il a l'air de vouloir vraiment rester at range, puis principalement kicker. Puis c'est pas le gars le plus actif. Fait que si t'as quelqu'un qui boxe, puis qui met beaucoup de pression, puis qui est capable de couper ton kick range pour rentrer dans la pocket, puis te lander des bons punch, c'est là qu'on va peut-être voir Ali Kaissi être sorti de sa game. Parce que ce qu'il veut vraiment, là, c'est être très patient, puis lancer des kicks à range, puis te forcer à te compromettre, puis avoir ses reads avant de te forcer à te compromettre, comme ça il peut lire ce que tu vas faire, passer en dessous, aller chercher un reactive takedown, puis de là, la majorité de ses victoires sont par soumission. C'est quelqu'un qui est très lourd sur le top. Son style me fait un peu penser à GSP si GSP avait aucune main, là. Pour être bien honnête avec vous, c'est ça que je pense. Pour vrai, je pense qu'il peut battre Erwin Rivera. Je pense qu'Erwin Rivera va lui donner plus qu'une chance de le take down puis de le dominer au sol. C'est un combattant intelligent, comme j'ai dit, fait que je le vois comme peut-être passer en demi-garde. C'est de pas rester dans une garde qui est pas si dangereuse que ça, mais très active. Là. Rivera va essayer beaucoup de choses de sa garde, puis ça fait que même si sa garde n'est pas nécessairement la plus efficace, au moins il essaye constamment des choses, ce qui fait que c'est difficile là, pour son adversaire de lander du bon ground and pound. Donc je vois qu'il essaie de passer en demi-garde, puis vraiment établir son contrôle de là. Il est lourd, il est difficile à sortir d'en dessous un coup qui t'emmène au sol, du moins sur la scène régionale, mais le gars se battait à Brave, là, quand même du niveau de compétition raisonnable. Je dirais pas excellent, mais raisonnable. Donc, je pense que Kaissi va gagner ce combat-là par décision. Et puis, ça conclut mes analyses de prédiction complètes pour cet événement-là. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire là, pour me faire part de vos impressions, votre prédiction sur le main event. Principalement, je veux savoir ce que vous pensez là, de Lewis contre Oleinik. Mais les autres combats de la carte aussi. Fait qu'on se jase de ça dans les commentaires. Moi, je vais être de retour samedi soir pour la carte. Puis, je vais sûrement avoir comme le temps d'écouter ça. Je vais revenir assez tôt pour du moins la main card. Donc, c'est ça qui est ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, YouTube, puis toutes les patentes. Et à la prochaine.